Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode du Winemaker Show où je reçois Pierre-Emmanuel Tétinger, le président de la maison de champagne Tétinger pour encore quelques semaines. Nous allons parler ensemble de nombreux sujets et j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. A très vite et très bonne écoute. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici. Alors, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on s'était croisés dans un train, et là, tu m'avais reconnu, tu étais venu me parler, et tu m'avais proposé d'intervenir dans mon podcast. Il me semble que c'était ça, ou c'était l'inverse. Je crois que c'était sûrement l'inverse. Écoute, si ça te fait plaisir, c'est ça, mais je crois que c'était l'inverse. Mais... Ouais, c'était l'inverse. Non, je dois l'honnêteté aux personnes qui nous écoutent, c'était effectivement l'inverse. Ouais. Et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté tout ça. Mais tu vas devenir très vite, connaissant ton talent et ton charme, tu vas devenir très vite bien plus célèbre que moi. Ben, c'est enregistré. Alors, on va commencer. La première question, d'habitude, c'est Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien oui, je suis Pierre-Emmanuel Tétinger. Je suis au soir de ma vie professionnelle, puisque j'ai 66 ans et que je termine, pas tout à fait d'ailleurs, une carrière dans le champagne, dans une maison de champagne dans laquelle je suis rentré à l'âge de 24 ans. Voilà. Mais en fait, non, je t'expliquerai pourquoi ça ne se termine pas tout de suite, mais globalement, je suis au soir de ma vie professionnelle, et peut-être tout court au soir de ma vie, puisque si tout va bien, je vivrai encore une quinzaine d'années. Mais voilà, mais c'est comme ça, et c'est très bien. Alors, ça nous fait déjà beaucoup de choses pour commencer. Donc, tu es rentré chez la maison de Tétinger à 24 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant de rentrer dans le champagne ? Eh bien, avant, d'abord, j'étais un très mauvais élève. Je n'aimais pas l'école et je ne l'aime toujours pas plus aujourd'hui. J'étais un mauvais élève et j'ai compris longtemps après pourquoi j'avais été un mauvais élève. Et en fait, tout simplement, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème de concentration. J'aurais dû me rendre compte que les bons élèves peuvent rester 4 heures ou 5 heures de suite à entendre les professeurs sans broncher, en prenant des notes et en étant très, très sérieux. Et moi, j'étais un élève de fond de classe, près du radiateur, comme on dit, et avec une grande capacité à rêver. Et donc, je m'évadais très vite dans mes songes. Et ça ne m'a pas servi pour les études, mais ça m'a par contre beaucoup servi dans la vie professionnelle, parce que je considère que d'avoir une capacité au rêve est très importante. Et en ce sens-là, je dois beaucoup à ma mère, qui est une artiste merveilleuse et qui m'a toujours appris à rêver et à vivre dans un monde où la poésie compte beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Et je pense que si après j'ai développé une énergie, des idées, un savoir-faire, cette capacité à rêver est un sujet sur lequel on peut revenir ensemble, mais qui me paraît fondamental dans la vie d'aujourd'hui et pour tout le monde. Très bien, alors on reviendra après sur tout ce côté entrepreneurial. Donc vous rentrez tu rentres à 24 ans, j'ai encore un Oui, petit je peu rentre de à mal 24 sur le ans, changement. mais avant, en gros, je ne fais pas grand-chose en classe. Je rentre à 24 ans comme simple vendeur de champagne dans l'entreprise, représentant de commerce, VRP. Je suis payé à la commission et je me mets à vendre du champagne, tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire, qu'un patron de boîte de nuit m'avait dit, écoute, puisque tu ne sais pas quoi faire, j'avais fait mon service militaire comme seconde classe dans les commandos d'infanterie de marine, puisque tu ne sais pas quoi faire, tu t'appelles Tétinger, tu n'as qu'à vendre du champagne. Et puis finalement, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je venais de connaître celle qui allait devenir ma femme et qui elle aussi souhaitait que je me mette un peu au boulot. Et donc j'ai commencé à vendre du champagne. Et puis très vite, mon oncle Claude, qui était le président de la maison à l'époque, a trouvé que je me défendais pas trop mal et m'a fait rentrer dans la maison comme vendeur plus, si je peux dire. Mais je suis toujours resté un vendeur tout au long de ma vie professionnelle. Et donc après, je suis rentré dans la maison. Et là, progressivement, d'abord, je me suis mis à travailler. J'ai dû refaire des études parce que là, mon oncle Claude m'a demandé de faire des études sérieuses. Donc là, j'ai fait un diplôme d'école de commerce, puis un deuxième au centre de perfectionnement aux affaires de l'école de commerce de Paris, de la chambre de commerce de Paris. Et là, donc, j'ai dû faire des études et avoir des diplômes parce qu'ils voulaient que j'en aie. Donc, je les ai passés et je les ai eus. Et puis, sans plaisir, j'ai jamais eu de plaisir avec ce genre de choses, mais je l'ai fait. Et puis après, j'ai commencé à progresser dans la société, dans la maison, jusqu'au jour où en étant parvenu au poste de directeur général de l'entreprise, la famille Tétinger, dans sa très large majorité, décide de vendre un groupe familial
très important, puisque c'était un groupe qui était investi dans le champagne, bien sûr, la marque éponyme qui porte notre nom, mais aussi dans l'hôtellerie de luxe, beaucoup d'autres choses, la cristallerie de Baccarat, il y avait le Lutetia, il y avait l'hôtel Lutetia, donc l'hôtel Martinez, le Concorde Lafayette, beaucoup d'établissements hôteliers, la chaîne Campanile, un grand groupe hôtelier, le restaurant Le Grand Véfour, les parfums Annie Goutal, il y avait eu de la banque, avec la Banque du Louvre, beaucoup d'activités. Bref, mais ma famille, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, décide de vendre ce groupe. Ce groupe est racheté par un groupe américain qui s'appelle Starwood Capital. Et très vite, ce groupe américain décide de revendre à partement tous les actifs du groupe. Et le premier qu'ils revendent, c'est le champagne, tenant compte du fait qu'ils savaient que le champagne Taittinger, il ferait peut-être pas mieux qu'une famille. Et donc, comme ils ont vu que j'étais intéressé par cette affaire à laquelle j'avais consacré toute ma vie professionnelle, eh bien, je me suis porté candidat auprès de ces Américains pour racheter Taittinger. Et là, il y a eu une quarantaine de candidats différents. Et finalement, au bout d'un an, on a pu reprendre, avec l'aide du Crédit Agricole du Nord-Est, qui est une caisse indépendante de Paris, on a pu reprendre le champagne Taittinger. Et après, j'ai reconstruit le capital pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et du coup, je suis devenu président et ça fait 11 ans que je préside cette maison. Formidable. Alors, j'ai plein de questions sur chacune des étapes. La première que j'ai, elle remonte au tout début. Tu as dit que tu étais vendeur. Oui. Tu vendais à qui ces bouteilles de champagne ? Je vendais ces bouteilles de champagne en Haute-Savoie. J'avais la carte de la Haute-Savoie et je visitais les boîtes de nuit, les restaurants, les hôtels, les magasins de vin fin. Et là, tu arrivais avec une caisse. J'arrivais, non pas avec une caisse, j'arrivais avec mon tarif. J'avais une petite 2 chevaux. Je ne savais pas d'ailleurs, je n'avais pas d'argumentaire. À l'époque, on m'avait dit, voilà les tarifs et tu te débrouilles. Donc, mais comme je m'appelais Taittinger, les gens devaient penser que je m'y connaissais en champagne, ce qui était d'ailleurs pas tout à fait vrai. J'avais une perception des choses, mais j'avais du bagou, et puis j'étais sympathique, et puis notre champagne était très bon. Ça, il a toujours été très bon, donc voilà, je me suis mis à vendre du champagne. Et puis l'ancien vendeur qui m'avait vendu la carte était un type qui avait fait un travail tout à fait sérieux sur le terrain. Donc voilà, mais j'étais pas à l'époque un grand vendeur parce que je n'avais pas les rudiments du métier. Puis ce n'est que petit à petit que je m'y suis mis sérieusement, et après là ça a été autre chose. Et tu as fait un coup dont tu es fier dans ces ventes, justement, parce que tu avais dit que tu étais très bon. Écoute, ce qu'on m'a raconté après sur moi, on disait de moi, tu travailles peu, mais quand tu t'y mets, tu as beaucoup de résultats et tu vas vite. Voilà, c'est les commentaires que j'avais de mes responsables dans l'entreprise. Ils trouvaient que je ne travaillais pas beaucoup en termes d'horaire, mais ils avaient remarqué que quand je m'y mettais, j'avais un maximum de commandes très vite. Et ça les avait impressionnés. C'est d'ailleurs pour ça que mon oncle Claude, après, m'a engagé à plein temps dans la société, parce que sûrement que le directeur commercial de l'époque lui a dit, Pierre-Emmanuel, quand il s'y met, ça va vite. Et c'est vrai que ma concentration, je ne peux pas me concentrer 6 ou 7 heures de suite, mais quand je m'y mets, ça va plutôt vite. Et après, l'avenir a confirmé un peu ça. Et donc là, tu rentres ensuite un peu au siège du Champagne Taittinger dans la société, oui. Même dans la société en entier en fait. Oui, absolument. Là, je deviens un salarié et je rentre dans la société. Oui. De quoi tu t'occupes à cette époque ? Au début, ça a été des fonctions commerciales. Après, je rentre dans la société. On m'a confié le marché anglais où j'ai commencé à prospecter sur le marché anglais. On avait un distributeur, mais je suis allé l'aider à implanter la marque. Là, je faisais encore de la vente complète en parlant anglais cette fois-ci. Et puis après, je suis revenu à Reims en charge de la grande distribution à l'époque, donc des hypermarchés, supermarchés. Et puis après, je suis devenu directeur commercial de la société et en même temps grand ambassadeur de la maison dans le monde. Et là, j'ai fait des millions de kilomètres pour la marque pendant plus de 20 ou 25 ans, allant partout dans le monde pour représenter la maison. Alors là, avec beaucoup de discours, de déjeuners, de dîners, de cocktails, etc. Et puis après, je suis devenu directeur général adjoint de la maison. Puis, juste avant la vente du groupe, 2-3 ans avant la vente du groupe, je suis devenu directeur général de la maison, aux côtés de mon oncle Claude. Après, le groupe est vendu, comme je l'ai raconté, puis racheté par mon entremise. Et là, je suis devenu président de Taittinger, où là, j'ai fait beaucoup de choses. Après, depuis 11 ans, là, j'ai été un président effectivement très, très actif de la maison. On va y revenir parce qu'il y a eu des transformations effectivement assez incroyables. Est-ce que parce que c'était quand même une époque où le commerce était différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, sûrement beaucoup moins digitalisé, beaucoup moins d'outils.
Comment ça se passe quand tu pars en voyage comme ça dans des pays comme le Alors, grand ambassadeur? tu as raison, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils Clovis, qui est devenu le grand guerrier de la maison et le grand ambassadeur, le grand commerçant de la maison, il a 250 emails à faire presque tous les jours. C'est un autre monde. Le business va beaucoup plus vite aujourd'hui. Les deals se font à toute vitesse par des SMS ou des emails ou tout moyen incroyablement rapide que l'on peut voir aujourd'hui. Nous, à l'époque, c'était beaucoup de relations publiques. La compétition était moins vive que maintenant. Les vins français dominaient le monde, alors qu'aujourd'hui, les vins français ont une très belle place, une très belle image, mais en part de marché, on fait du vin dans le monde entier aujourd'hui, donc c'est tout à fait différent. À l'époque, c'était c'était à l'amitié, on allait dans un pays, on faisait un joli cocktail, on rencontrait des directeurs d'hôtel, on se tapait dans la main, c'était fait. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus complexe. Il faut monter des plans marketing pour accompagner une vente. Tout est devenu plus technique, Mais par contre, la chose qui reste quand même, c'est le facteur humain. Je crois qu'on ne se passera jamais de la sympathie entre un acheteur et un vendeur. Les liens, l'humain jouera toujours un rôle très important. Ça, alors là, s'il y a une chose dont je suis sûr, et d'ailleurs c'est vérifié par les jeunes équipes que j'ai mis en place, qui maintenant ont toutes 40 ans, c'est des gens qui ont 40 ans, je vois bien que le gros des ventes que nous faisons, il est quand même lié, non pas, il est lié bien sûr à la qualité du champagne, ça va de soi, à la réactivité, aux moyens techniques mis en œuvre, mais aussi à l'humanité et à la chaleur qu'on dégage d'une relation commerciale. Super. Alors, donc là, tu arrives directeur général du groupe Tétinger. Non, du champagne. Non, je n'ai jamais été... général adjoint alors, pardon, avant du groupe Tétinger, avant la vente, justement. Non, du champagne Tétinger. Le groupe Tétinger, d'accord, pardon. Le groupe Tétinger, c'était les hôtels, c'était tout compris. Autant pour moi, je pensais que c'était... Non, moi je suis resté toujours, toute ma vie, dans le champagne. Dans le champagne, oui. Voilà, non, je ne me suis jamais occupé des hôtels, c'était d'autres membres de ma famille qui sont occupés de ça, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Non, moi je suis resté, j'ai fait toute ma carrière dans le champagne Tétinger. Et est-ce que justement dans ce champagne, est-ce que tu trouves que tu as... Enfin, comment tu t'es approprié le produit? Justement, tu as dit que tu avais beaucoup progressé dans les perceptions, dans les choses comme ça. Tout d'abord, je ne me suis jamais tellement rendu compte que je m'appelais Tétinger. J'ai toujours... peut-être quand je suis devenu président, là, je me suis dit, je porte le nom de la marque et ça a été un peu autre chose. Mais avant, j'étais un serviteur de la maison, ce que je suis toujours aujourd'hui. J'ai toujours considéré mon rôle comme étant au service d'une maison, de mes clients, des employés de la maison, des marchés, de la Champagne, du pays. Je me suis toujours considéré comme un serviteur. J'avais appris ça d'ailleurs quand même, ça, dans les écoles que j'avais connues dans mon enfance. J'en ai fait un certain nombre parce que j'étais souvent renvoyé. Mais j'ai toujours aimé servir. Et ça ne m'a jamais dérangé d'obéir, même si j'aime bien, si j'ai été après naturellement... je suis devenu quelqu'un d'autre, mais la notion de service m'a toujours beaucoup plu. J'aime bien servir, ça c'est très clair. Donc voilà, j'ai évolué dans cette maison. Alors peut-être pourrais-tu me demander, est-ce que tu as fait ça par passion? Eh bien, je vais te répondre que je me suis occupé de Tétinger par devoir. Je tiens de mon père. Mon père a fait une carrière politique importante, il a été un homme tout à fait formidable. C'était un homme de devoir. Et ma mère était une artiste, donc une femme plus fantaisiste, très artiste, très créative. Mais il y a toujours, très rêveuse aussi, il y a toujours eu ces deux choses en moi. Mais le champagne Tétinger, c'est mon côté devoir. Je l'ai fait par devoir, parce que je portais ce nom, parce que je trouvais que c'était une très belle histoire, qu'une famille s'était battue pour créer cette marque de champagne. Il était inconcevable pour moi que je ne me batte pas pour elle. Et quand on a vendu ce groupe, j'ai trouvé que c'était une tragédie. Quand j'ai pu reprendre le champagne Tétinger, je l'ai fait par devoir vis-à-vis de ce que je croyais du nom Tétinger, de nos clients, de nos marchés dans le monde, des employés de la maison, de la Champagne. J'ai beaucoup agi par devoir, je ne regrette pas. Donc, beaucoup plus par devoir que par passion ou par goût personnel. Et alors justement, c'est un excellent lancement pour une question que j'avais. Le champagne est vendu. Pour toi, ça a dû être une douleur terrible. Ça a été une tragédie parce que je trouvais que c'était la vente de notre groupe dans la totalité, dont le champagne, ne me paraissait absolument pas obligatoire. C'est un groupe qui marchait très bien.
avec des assets formidables. Il y avait beaucoup d'immobilier, des hôtels, c'était des positions très solides, très stables. Il y avait des vignes, il y avait un patrimoine historique formidable dans le Champagne. Donc il n'y avait rien qui soit vraiment à risque. Donc je trouvais que c'était un peu une tragédie pour une famille d'avoir vendu. Je l'ai respecté puisque quand les gens possèdent quelque chose, ils ont le droit de le vendre. Mais pour moi, je l'ai vécu comme une tragédie parce que j'ai toujours été, je dois avoir un sens paysan et que moi, j'aime pas vendre, j'aime bien conserver, développer. Je suis pas quelqu'un qui aime vendre. J'aime bien vendre du champagne, bien sûr, mais pas vendre des actifs. Donc ça m'a beaucoup coûté. Je trouvais que c'était pas bien de faire ça. On n'avait pas besoin d'argent, ça se faisait pas de. Je trouvais que c'était pas bien. Puis on vendait quand même une partie du patrimoine français. Je trouvais que c'était pas conforme à ce que je pensais. Et en plus, j'ai été inspiré par des gens que j'ai beaucoup aimés dans ma vie. J'ai beaucoup appris, non pas à l'école, mais en regardant des gens que j'aimais bien, dont mon père, qui s'était beaucoup battu dans la vie politique pour faire des choses formidables, pour Reims en particulier, dont il a été le député-maire formidable pendant 18 ans. Après, il a été secrétaire d'État budget, il a préparé et signé les derniers budgets en équilibre de la France, puis il était garde des Sceaux, ministre d'État du président Pompidou, donc c'est une personnalité que j'aimais beaucoup. Puis après, il a relancé le groupe dans la vie des affaires, il a repris les affaires, il les a relancées, donc il a fait quelque chose de formidable. Mais à la fin, lui, avec mon oncle, ils ont quand même finalement vendu un groupe et d'autres membres de la famille, et ça m'a bouleversé. Et là, m'est revenu dans ma tête... alors c'est pas du tout la même chose, mais mon oncle Michel s'était fait tuer à 20 ans en stoppant une Panzer Division le 15 juin 40, alors que la France était en débandade, si je peux dire, son commandement en tout cas était en débandade. L'acte d'héroïsme de mon oncle Michel, il sort de l'école polytechnique, alors qu'il avait donc une carrière devant lui assez tracée. Eh bien non, il fait le sacrifice de sa vie, il arrête une Panzer Division, avec ses 2 derniers obus, il fait sauter sa batterie, et après, les Allemands lui demandent de se rendre, il dit non, et se fait descendre au corps à corps d'une rafale de mitrailleuse par un jour de grand beau temps, le 15 juin 40. Avec des soldats d'ailleurs, qui étaient des soldats d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, des Français, des Corses, une mort sublime. Et donc, Michel, c'était un résistant, et quelque part, il m'a toujours beaucoup inspiré. J'ai jamais voulu avoir la Légion d'honneur, parce que la sienne est dans mon bureau, elle est juste là derrière toi, tu vois, et c'est la Légion d'honneur pour moi, non seulement de moi, mais de la partie de la famille qui a l'âme d'un résistant. Et je pense que dans le rachat du Champagne d'Étinger, j'ai fait un acte de patriotisme économique. C'est ce qui m'a le plus plu, en tout cas, dans cette affaire-là, au-delà de ce que j'ai dit pour les clients, le personnel, la maison, la Champagne, c'était du patriotisme économique et je crois à ça. On va revenir sur le rachat un tout petit peu après, mais juste parce que tu parlais de cette Légion d'honneur dans ton bureau, on sent aussi ici que c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Oui, c'est un lieu de famille, absolument. Il y a une maison, mon grand-père, des gens qui ont compté dans l'histoire de cette maison. Je ne me suis jamais approprié ce bureau de président. D'ailleurs, je ne te reçois pas derrière mon bureau, je te reçois à côté. Là, voilà. Je suis de passage. Le mot de président ne m'a jamais fait aucun effet. Le personnel, d'ailleurs, pratiquement personne ne m'a jamais appelé Monsieur le Président. Je n'ai jamais mis mon ego dans tout ça. Je n'ai aucun goût pour la gloire ni les honneurs. J'ai toujours refusé toute décoration, médaille, etc. Ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. Mon père, j'ai été élevé par un père qui m'a beaucoup influencé dans la façon de réfléchir, une mère aussi. Et mon père me disait toujours, il y a 2 médailles qui comptent. C'est la médaille de mère de famille nombreuse, parce que là, on est obligé d'avoir les enfants pour l'avoir, et puis la médaille du sauvetage. Et là, tu ne peux pas l'avoir autrement qu'en ayant sauvé quelqu'un dans des conditions souvent très périlleuses. Ça ne veut pas dire que les autres médailles ne sont pas importantes, d'ailleurs. La Légion d'honneur est une très belle décoration, avec des tas de gens formidables qui l'ont, et d'autres décorations. Mais moi, je n'ai jamais été intéressé par ça. Ça ne m'a jamais motivé. Et la Légion d'honneur de mon oncle Michel est une étoile qui ne cesse de briller dans le firmament de mon âme. Du coup, là, je vais repasser sur la vente du groupe, oui. Puis le rachat du Champagne. Oui. Il se passe combien de temps entre la vente? Il se passe à peine 1 an et demi. Et le groupe est vendu et je rachète le Champagne 1 an et demi après. Ça va vite. En fait, le Champagne est vraiment tout de suite vendu, ou il y a vraiment un moment où les Américains le vendent tout de suite parce que les Américains, pour acheter l'ensemble du groupe
avaient contracté une dette importante. Ouais. Et il fallait vite qu'ils vendent quelques actifs pour commencer à payer leurs dettes. Et l'actif le plus simple pour eux à vendre, c'était le champagne, parce qu'il c'était pas leur cœur de métier. C'était un groupe qui faisait beaucoup d'hôtellerie, d'immobilier. Ça, donc, ils savaient gérer les hôtels, ils savaient gérer les immeubles. Mais la maison de champagne, ils se sont très vite dit, on ne fera pas mieux que les Tétinger, c'est peut-être ça qu'on va vendre en premier. Et ils ont eu raison d'ailleurs. Je pense que c'était un choix qui était intelligent. Et donc, à ce moment-là, je me suis positionné. Et donc là, comment ça se passe justement? Tu prends ton bâton de pèlerin? Et bien là, je suis allé voir la banque régionale. Je savais qu'elle était indépendante, qu'elle pouvait prendre des décisions sans avoir l'accord de Paris, d'un supérieur ou d'une entité supérieure hiérarchiquement. Et j'ai rencontré un homme tout à fait formidable, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bernard Marie, qui était plus qu'un banquier, qui était un leader régional, qui considérait que sa banque, ce n'était pas uniquement une banque pour faire des affaires, mais c'était une banque qui devait être leader dans la défense des outils économiques de la région, dont Champagne-Tétinger faisait partie pour lui. Donc, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, je voudrais racheter le Champagne-Tétinger. Eh bien, il a eu une oreille très vite attentive, et après, il a mis son énergie, sa détermination, son talent, son courage, son indépendance d'esprit, son sens du leadership pour aller rechercher le Champagne-Tétinger. C'est lui, Bernard Marie, et sa banque et son équipe du Crédit Agricole du Nord-Est de la France, contre l'avis d'ailleurs presque du Crédit Agricole de Paris à l'époque. C'est lui qui a vraiment fait cet acte. Alors il l'a fait parce qu'il a senti que j'arrête après la volonté et peut-être le talent de porter la maison moi-même. Mais enfin, on ne se connaissait pas et on a vite fait connaissance, on a vite eu un vrai rapport de confiance ensemble, de foi, d'énergie, de confiance dans l'avenir, et on l'a fait. Et là, il a été rechercher l'affaire, puis après, il m'a demandé, une fois qu'il a repris l'affaire, de recomposer les choses moi-même, le capital, etc. Et un an après, je suis devenu le président de la maison. D'accord. Et donc là, tu me disais qu'il y avait 40 dossiers à peu près qui étaient sur la table. À l'époque, oui, il y avait une quarantaine de candidats, oui. Oui, une quarantaine de candidats du monde entier, des Indiens, des Belges, des Allemands, il y avait de tout, des groupes français, oui, il y avait une quarantaine. Alors, ça s'est décanté, il y en a après eu plus que 20, plus que 10, puis après, ça s'est terminé dans un mouchoir de poche entre 4-5 candidats très sérieux, puis finalement, on l'a emporté. Et là, ça se joue à quoi? Ça se joue au prix? Ça se joue au projet? Ça se joue au projet, au prix, des facteurs aussi peut-être humains aussi sûrement. Humains, bien sûr, politiques aussi, c'est-à-dire, je pense que les Américains, comme ils ont vendu beaucoup de choses après à des groupes qui étaient étrangers, se sont peut-être dit revendre de Champagne-Tétinger à la famille, c'est peut-être bien pour leur image aussi. Je pense aussi qu'ils m'appréciaient, je crois qu'ils savaient que j'étais un homme loyal. Jamais, je leur ai jamais rien demandé. J'ai pas demandé de passe-droit. Quand j'ai été candidat, j'étais traité comme les autres. J'ai pas voulu de passe-droit particulier. Ils m'ont jamais appelé en disant Pierre-Emmanuel. Non, j'ai voulu être traité comme tous les candidats. Je crois qu'ils ont apprécié ça. Ils ont apprécié le fait que je joue le jeu du rachat comme les autres. Je n'ai pas profité de ma position alors que j'étais encore dans l'entreprise. Je suis resté très loyal avec eux. J'ai toujours été d'ailleurs comme ça dans les affaires. Oui, oui. Et c'est plutôt une bonne leçon de rester loyal et de... Oui, de rester intègre. Je crois qu'ils ont senti en tout cas que voilà, j'étais un candidat comme les autres. Ils se sont dit, ça sera peut-être mieux. Alors le personnel de la maison, la Champagne m'a beaucoup soutenu. Donc ils se sont dit, Pierre-Emmanuel, il est soutenu par la Champagne, il est soutenu par... Ils ont pensé quand même que ça serait mieux pour la maison. Et donc ils ont sûrement aussi, ils se sont dit, mais le chèque a été quand même le plus important. C'est nous qui avons fait le plus gros chèque. Ok. Et là, donc, vous réussissez le rachat, vous restructurez le capital de l'entreprise, etc. Ouais, là, ouais. c'est un peu d'administratif, on va dire. Oui, là, je m'en occupe. Là, c'est vraiment moi qui ai fait tout ça. Ah, oui, là, après, depuis 11 ans, c'est moi qui ai mené les opérations. J'ai eu tout de suite comme idée d'embaucher des jeunes. Je me suis dit, et j'ai pensé tout de suite à une chose. C'est pas plus mal. Voilà, à la transmission. C'est-à-dire que j'avais été traumatisé, je le suis même encore un peu, de voir énormément d'entreprises où il y a un fondateur génial qui monte un groupe formidable et il a une apothéose, à 50 ans il est au top, son action vaut beaucoup d'argent, la société est très en forme, et puis après, ces grands leaders souvent n'organisent pas leur succession
ne se voient pas vieillir, et combien il y a d'affaires françaises qui ont périclité parce que des géants ne se sont pas vus vieillir. Donc, alors, il y a un âge, tu sais, où quand on vieillit, on n'aime plus ses enfants, où on se dit ils sont bien, mais ils sont moins bien que moi, ils peuvent encore attendre. J'ai vu ce réflexe-là chez plein de chefs d'entreprise, et je me suis dit je ne ferai jamais ça. Donc quand je suis rentré, j'avais déjà 54 ans, 53 ans quand je suis devenu président, et je me suis dit à 65 ans, je partirai. Si je ne suis pas capable d'avoir organisé tranquillement la transmission, c'est que je suis quelque part un manager moyen. Parce que je crois que le signe d'un vrai manager, c'est de transmettre une société, si possible en bon état, apaisée, de façon apaisée, tranquille, serein, et de pouvoir passer à autre chose, tout en restant motivé, concerné, mais je voulais le faire. Et donc je l'ai fait, et ça a surpris beaucoup de gens, parce qu'ils ont pensé que j'étais encore en forme, j'aurais pu rester 4, 5, 6 ans. Non, j'avais dit aux jeunes que j'ai engagés à l'époque, qui avaient une trentaine d'années, quand vous aurez 42, 43 ans, vous serez aux commandes de la maison. Et j'ai fait une chose différente de mes oncles, de mon père, de mes aînés, c'est qu'ils appartenaient à une génération où ils étaient des patrons à 100%, et moi, très vite, j'ai fait autre chose, très différent. J'ai partagé le pouvoir. Dès que je suis arrivé aux commandes de la maison, je me suis engagé, je me suis entouré de gens que je considérais plus intelligents que moi, et je leur ai donné de très vastes pans du pouvoir, en leur disant, débrouillez-vous, et vous allez très bien faire, je vous fais confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui en France, c'est de s'entourer de gens plus intelligents que soi et de partager le pouvoir. En politique, on a des présidents, des élus qui sont des présidents ou des patrons, j'allais dire, presque des divinités, mais qui ne partagent pas le pouvoir, qui s'entourent souvent de gens moins bons qu'eux. Et moi, j'ai fait tout le contraire. À mon modeste niveau, je considère que s'il y a une chose que j'ai réussi, sûrement, c'est le choix des personnes, la confiance que je leur ai donnée, l'esprit que j'ai créé dans la maison. Si tu me demandais qu'est-ce que j'ai fait dans la maison, le plus important... Alors, c'est une des questions, mais on peut y répondre à celle-ci, on reviendra sur d'autres. Si je devais définir mon rôle, j'ai réglé la voilure humaine du projet de la maison. Voilà, régler la voilure, c'est-à-dire être le capitaine du bateau qui fait les petits réglages qui font que le bateau va avancer très bien, mieux que les autres. Voilà, tout le reste, il le faisait mieux que moi, mais les petits réglages finaux, voir ce qui ne va pas chez un cadre, chez un collaborateur, déceler un drame humain, remettre quelqu'un en confiance et tout, je pense que j'étais là-dessus quelqu'un de plutôt bien, parce que je pense une chose, si tu veux, je dis souvent ça, les jeunes d'aujourd'hui, et moi aussi, je n'ai pas connu la guerre, mais je vis dans une région où la guerre a beaucoup compté. Moi, quand j'étais jeune, je voyais des tas d'anciens combattants de 14-18 avec mon père, qui était député-maire, j'avais 14-15 ans, je côtoyais plein d'anciens combattants qui m'ont raconté leur guerre, les gueules cassées, etc. Eh bien, ils ont connu une aventure humaine terrible dans les tranchées, qui les a marqués pour la vie, mais qui est quand même une aventure extraordinaire. Et nous, on n'a pas connu ça, heureusement, mais je dis que l'aventure de l'entreprise, c'est une très belle aventure humaine. On est ensemble, on est solidaires, on a des bons moments, des mauvais moments, et j'ai toujours tenu à cet esprit d'aventure dans la société, à ce goût de partager ensemble quelque chose. D'ailleurs, ici, dans les bureaux où je te reçois, il y avait une abbaye, et il y avait des moines, il y a 250 ans. Alors, on n'a pas fait le vœu de chasteté, ni le vœu d'abstinence alimentaire, mais pour le reste, j'ai toujours voulu qu'il y ait cet esprit collégial, hors hiérarchie, où on décide vite, où on avance ensemble, où on est heureux d'être ensemble dans des courts moments, parce que la vie professionnelle, c'est extrêmement court, la vie tout court est brève. Et donc, voilà, ça, j'ai toujours eu ce sentiment de brièveté des choses. 11 ans, ça s'est passé en 2 minutes. Et je dis à ceux qui vont prendre la succession dans quelques semaines dans la maison, les 20 prochaines années, ils ont 42, 43 ans, donc ils vont faire 20 ans à la tête de cette maison. Je leur dis, ça va aller très vite, c'est déjà demain. Vous partez déjà demain en retraite. Donc, ayez des vies heureuses, aimez-vous les uns les autres. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase superbe, mais j'aime cette phrase. Et faites de belles choses rapidement, avancez, soyez originaux, soyez créatifs, et respectez aussi l'histoire, la qualité, l'excellence. Voilà, mais... on espère qu'ils écouteront du coup ce podcast. Peut-être, mais je leur ai déjà beaucoup dit les choses. Et maintenant, j'arrive à un moment, tu sais, tu me vois, dans un mois, je ne serai plus président de la maison. Je resterai toujours employé de la maison avec un salaire beaucoup moins élevé, bien sûr,
Mais je serai au service de la maison, je redeviendrai un peu un simple soldat. Ils m'emploieront à des tâches où ils savent que je suis encore efficace, mais je fais ça pour les voir à l'œuvre, pour leur dire j'ai confiance en vous. Je redeviendrai un marin, si tu veux, un marin, un équipier, et ça me va très bien. Puis je fais tas d'autres choses, j'ai encore envie de faire des tas d'autres choses, mais je suis content de rester à bord, mais en même temps de les regarder manœuvrer, et voilà, et d'avancer sur la mer de l'économie, quoi. C'est l'océan de l'économie. Très très belle métaphore qu'on a construite. On va revenir du coup maintenant un peu en arrière. Donc tu arrives dans ce bureau, du coup il y a 11 ans. Oui, 12 ans, j'ai pas la mémoire des dates, mais c'est ça. Dans ces eaux-là, juste après le rachat, du coup, tu deviens président. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu dis... Non, qu'est-ce qui se passe? Très vite, d'abord je m'aperçois que je décide vite. Bon, je n'étais pas inquiet là-dessus, je ne suis pas quelqu'un... J'écoute les gens, mais après je prends des décisions assez rapidement. Je m'aperçois que je suis un stratège convenable. En tout cas, je fais le job. Je m'aperçois que je suis aussi un bon chef d'équipe, mais ça, je m'en doutais. Et je savais que je savais choisir les collaborateurs, les collaboratrices. Donc, très vite, je me sépare d'une génération de gens qui allaient partir. Donc, ça tombait bien. Il y avait pas mal de postes importants qui étaient à pourvoir. Je m'engage, je m'entoure de jeunes, en me disant intérieurement que dans 10-12 ans, je serai parti. Je l'intègre dès le départ. Je n'ai jamais changé. Très vite, je leur dis d'ailleurs. Je leur dis très vite que ça se fera comme ça. J'engage un jeune ingénieur qui n'est pas de la famille, à qui qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Damien Le Sieur, et à qui je fais une grande confiance après le départ de mon ancien directeur général qui était merveilleux, avec qui j'avais pu reprendre la maison, Michel Drian. Il prend sa retraite quelques années après. On travaille beaucoup ensemble, c'est un frère pour moi. Et j'engage donc une autre personne qui devient directeur général, Damien Le Sieur, jeune ingénieur, qui a l'âge de mes enfants et qui est aujourd'hui directeur général. Je fais rentrer 2 de mes enfants, d'ailleurs je les fais rentrer oui et non, parce que c'est eux qui me proposent de venir avec moi, en me disant papa, tu as fait un truc formidable de reprendre cette maison, on ne va pas te laisser tomber, on te rejoint. Mon fils Clovis, qui est devenu le grand conquérant de la maison, l'homme qui porte toutes les affaires de la maison sur les épaules. Vitaly qui me rejoint, qui elle, très vite s'est mise à incarner l'âme de la maison aussi, comme les autres, mais avec un grand talent de synthèse, de communicante, de rassembleuse, et puis avec important sa touche féminine très, très proche des gènes de la Champagne, parce que le Champagne c'est vraiment un produit, un vin qui concerne vraiment les femmes et les hommes. C'est sûrement une des boissons alcoolisées que les femmes préfèrent et que les hommes aussi aiment beaucoup, bien sûr. Donc Vitaly avait des tas de qualités formidables, et surtout chez ces 3 personnes-là, j'en engage d'autres aussi, une merveilleuse DRH que tu as vue tout à l'heure, un autre garçon qui est aujourd'hui directeur général adjoint, qui est un grand commerçant, mais autour de ces 5-6 personnes qui ont tous le même âge, qui se considèrent comme des frères et sœurs, se crée une équipe formidable, une dynamique formidable, et voilà, je sens que là-dedans, ils vont faire quelque chose. Et d'ailleurs, tels des moines ou des religieuses, ils ont après décidé de qui allait assurer le commandement de la maison, mais qui est un commandement très, très, très amical, parce qu'on n'est pas un groupe comme Total ou Engie ou LVMH ou Free. Nous, c'est encore un peu le monastère. Donc voilà, Vitaly, comme on l'a annoncé, va devenir la présidente de la maison, mais Clovis et Damien ont des rôles colossaux, puisqu'ils sont l'un et l'autre directeur général de l'entreprise. Clovis, comme je l'ai dit, porte le business de la maison et le marketing. Damien porte la production, la finance, les grands équilibres. Damien, c'est la tour de contrôle de la maison. Et puis Vitaly, elle est là pour résumer le tout, incarner la marque, incarner la maison, veiller à la voilure humaine du projet, bien sûr, à son esprit de tempérance, de bienveillance, et de faire que tout le monde soit heureux d'avancer avec un objectif commun. Ils s'entendent très bien, et puis moi je serai là derrière. Moi je continuerai à m'occuper du capital, bien sûr des actionnaires, et puis le tas de choses qui sont importantes dans la vie du Champagne, des relations publiques, de cette notion d'être un ambassadeur, etc. Je ferai de mon mieux. Et puis surtout, moi je me prépare, comme tout le monde, à la mort. La mort est une belle chose.
Il paraît que ce sont les gens en bonne santé qui parlent de la mort. Alors peut-être que je suis encore en bonne santé, mais c'est un sujet qui est important, qu'il faut pas ignorer. Puis j'ai une épouse, j'ai des enfants, des petits-enfants, ça m'intéresse. Puis tu sais, moi je suis prêt à partir ce soir, mais en même temps, mon seul goût de luxe, c'est une paire de chaussures de marche en montagne, parce que j'aime marcher en montagne. Voilà, ça, j'aime beaucoup marcher dans la vallée de Chamonix. J'aime marcher en montagne, c'est ce que j'aime rêver, j'aime penser à l'éternité. Et quand je vois les montagnes de la vallée de Chamonix, ça me fait penser aux pyramides d'Égypte. Dans les deux cas, c'est un lien qu'on a avec l'éternité. Elles sont là depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années de ces montagnes. Elles nous survivront encore des centaines de millions d'années. Et là, je me sens bien. Je me sens vivant, mais déjà dans les étoiles. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà. Puis, tu sais, moi, je suis croyant. Je serais né dans une famille juive, je serais juif. Je serais né dans une famille musulmane, je serais musulman. Je suis né dans une famille catholique, je suis catholique. Je suis quelqu'un de simple qui considère que je ne sais pas 5% de ce qui se passe et que 95% des choses viennent sans qu'on en soit maître. Je ne suis pas un homme de proverbe ou de devise, mais il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, c'est « Le hasard est un geste discret de Dieu ». Et voilà, donc j'aime cette phrase-là. Puis j'aime une deuxième phrase, qui est un proverbe arabe que j'aime beaucoup, qui n'est pas attribué à une personne, mais c'est « Si tu veux être beau, ressemble à tes enfants ». Et ça, je trouve que c'est aussi une très belle définition. Alors c'est très difficile de ressembler à ses enfants, parce qu'ils sont souvent bien mieux que nous, mais ce sont deux phrases qui m'inspirent. Et puis alors, il y a une troisième, mais celle-là, je ne l'applique pas. C'est une phrase de Tagore. Ne parle que si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. Mais là, évidemment, c'est pas à toi que je peux te dire ça aujourd'hui, puisque je te parle. Donc, oui, mais je suis pas sûr que ce que je dis est plus beau que le silence. Oh, si, mais enfin, c'est pas mal. J'en sais rien. Mais ce sera à nos auditeurs de juger de tout ça. On va revenir sur justement ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce qui va se passer et comment la transmission s'organise, s'est organisée et tout ça. Mais j'aimerais quand même revenir sur ces 11 ans qui sont passés, parce que tu as dû voir pas mal de choses. Oui. C'était quoi ton quotidien mon quotidien, quotidien de président du Champagne Tétinger, ça a été extrêmement varié. C'était m'occuper de tout ce qui se passait dans la maison, de son développement. D'abord, il a fallu changer de site de production. On était très à l'étroit, donc avec peu d'argent, on a fait des choses formidables. On est maintenant sur un site de production tout à fait remarquable, où il y a plus de 10 hectares de surface. Je sais que la maison va pouvoir se développer sans aucun problème. On a réalisé une très belle opération. On a complètement restructuré notre circuit de visite grâce à l'aide de ces nouveaux jeunes qui ont fait un boulot formidable. On a développé nos ventes de façon considérable, sous l'impulsion de Clovis en particulier. On a développé notre affaire américaine sous l'impulsion d'une femme remarquable qui va prendre sa retraite comme moi après 30 ans de service dans cette affaire américaine, mais qui a développé avec notre soutien complet le domaine Carneros par Tétinger en Amérique, en Californie. On a lancé une opération de développement dans le Kent. Ça, je continuerai à la diriger parce qu'elle est encore un petit peu dans le berceau, mais là aussi, ça sera transmis après rapidement. Bref, on a fait beaucoup de choses en 11 ans. On a consolidé notre capital, on a remboursé une partie de nos dettes. Puis on a développé la maison dans un bel esprit. Et en même temps, j'ai fait quelque chose d'un peu différent, peut-être d'autre, c'est que je me suis beaucoup occupé, toujours pas uniquement de Tétinger, mais du collectif champenois. J'ai été commandeur de l'Ordre des Coteaux, la confrérie de la Champagne, c'était aussi du temps donné à la profession. J'ai été président de l'association viticole champenoise, mes pères m'ont mis là, ils ont pensé que peut-être je pouvais faire quelque chose. Et puis je suis président de la mission UNESCO, donc c'est bénévole, ça prend beaucoup de temps, mais tout ça, ce sont des engagements au service de la région, parce que je considère que nous tous, et vous, quand vous prendrez les fonctions, vous aurez un métier, vous aurez une famille, mais qu'il faut au moins donner 10% de son temps, très vite, à quelque chose d'important, de façon bénévole, qui vous paraît important, une association, voilà, parce que je pense qu'on ne peut pas, quand on a beaucoup reçu, quand on a une intelligence à peu près convenable, quand on a eu des parents exemplaires, etc., on doit donner. Moi, je suis quelqu'un de généreux. J'ai des défauts, comme tout le monde, j'en suis pétri. Mais la générosité, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et on doit tous donner un peu du temps, du talent
à des œuvres, à des causes, etc. Et ça, généralement, on le comprend quand on est vieux. C'est souvent les gens âgés qui qui vont dans les municipalités, qui sont dans les associations et tout. Mais non, je pense que ça peut se faire aussi plus tôt. C'est pas parce qu'on a des enfants ou qu'on a un gros travail. Bien sûr, c'est du temps, mais donner du temps à quelque chose de façon bénévole, à une cause, c'est important. Et ça forge. On est plus fort encore dans son activité professionnelle ou familiale quand on a cette petite dimension à part. C'est très vrai. Je crois. Puisque tu en as parlé, on va peut-être tout de suite en parler un peu plus en détail. Tu as parlé du Kent. Oui. Qu'est-ce qui se passe Dans le Kent, si tu veux, je me suis rendu compte que d'abord, on est très près. Le Kent, c'est une région magnifique, c'est le jardin de l'Angleterre. On pourrait presque dire que c'est le jardin du monde, tellement c'est beau, tellement c'est bien protégé, tellement les Anglais sont plus forts que nous en matière de préservation des paysages, etc. On pourrait en parler des heures, mais ils sont à des années-lumière de nous. En France, on a peut-être le plus beau pays du monde, mais on l'a massacré pour des tas de raisons. C'est réparable, mais on implante n'importe quoi, n'importe comment. Aujourd'hui, on a la folie des éoliennes, parce on en met partout, mais on va se rendre compte que c'est une ineptie d'agir comme on agit. On fait des implantations de toute nature sans respecter vraiment les paysages ou quoi que ce soit, mais pour des raisons que je pourrais expliquer. Donc, dans le Kent, voilà déjà une région parfaitement préservée. On s'est rendu compte qu'il y avait des sols, on le savait depuis longtemps, depuis l'ère du Crétacé, c'est-à-dire il y a plus de 800 millions d'années, à l'époque où l'Angleterre était rattachée au continent, il y avait dans cette partie du monde des langues crayeuses de sol, comme en Champagne, comme à Cognac, d'où la Grande Champagne. Et donc on savait qu'il y avait des sols propices, crayeux, où on pouvait planter des chardonnays, des pinots noirs, des pinots meuniers. Il y a le réchauffement climatique qui nous a incité à comprendre que ça serait peut-être plus favorable dans l'avenir pour planter du raisin, pour planter de la vigne là-bas. Donc ça a compté. Le marché anglais est aussi un marché très important pour l'effervescence, pour la bulle et pour le champagne. C'est le premier marché du champagne après la France. Moi, je considérais aussi qu'on doit quelque chose à nos amis anglais, parce que ça fait 300 ans qu'ils consomment du champagne. Donc on peut aussi considérer qu'ils peuvent aussi faire des bulles qui seront différentes. Il ne s'agit pas de comparer avec le champagne, ça sera un produit différent, comme ce qu'on fait en Californie, avec notre domaine Carneros. On fait un sparkling wine qui est très bon, mais qui est différent du champagne, qui a un terroir, qui a une spécificité. On fera ça en Angleterre, mais je trouvais que c'était une belle chose. Et puis j'ai un ami anglais, une affaire d'amitié. Il y a un Anglais qui s'occupe très bien du champagne Tétinger depuis 20 ans, qui a beaucoup développé notre marque, qui avait envie d'avoir un projet aussi un peu anglais à côté. Et par amitié pour lui, il s'appelle Patrick McGrath, j'ai eu envie fraternellement de travailler à ses côtés sur cette affaire, et qui sera complémentaire de ce qu'on fait, comme ce qu'on a fait en Amérique. Voilà, et donc et là encore, il y a un alignement des planètes, parce que je me suis rendu compte que mon père a jumelé Reims avec Canterbury quand il était député maire. Il ne se serait jamais douté que 50 ans après, on allait planter des vignes juste à côté de cette ville superbe, une des plus jolies petites villes du monde, pleine d'histoire, de beauté architecturale et autres. Il y a une magnifique cathédrale aussi, qui a elle-même connu des destructions durant la guerre. Bref, comme la cathédrale de Reims. Bref, voilà, très vite, il s'est avéré qu'on allait faire quelque chose de bien. Et je suis très content du projet qu'on mène là-bas, qui se déroule très très bien. Quand est-ce qu'on pourra goûter Alors, là pour le moment, on a planté de la vigne, on est parti de zéro, de scratch. On en était à notre 3e vendange cette année, donc la première vraie vendange en quantité, et donc on va s'en servir. Les premières bouteilles, on les vendra dans 3 ans et demi, 4 ans. Ok. Voilà. Et ben, on mettra une ça notification s'appellera Évremont, domaine Évremont, pour des raisons historiques qu'on peut raconter. Enfin, on a déjà tout décidé, mais ça sera un très bon vin. Ça sera petit, mais ce sera excellent. Voilà, la seule consigne que nous nous sommes fixés d'appliquer, c'est de faire quelque chose d'excellent. Voilà, petite quantité, mais ce sera très très bon. Mais c'est bien noté, et on prend rendez-vous du coup dans 3 ans et demi, c'est dans nos agendas. C'est demain pour vous. Bah oui. Et même pour moi d'ailleurs, sauf si je ne suis plus là, mais c'est demain. C'est clair. Tu as mentionné aussi la Californie. Oui. Alors en Californie, on a un domaine très abouti maintenant, puisqu'on l'a inauguré en 1988. J'étais là le jour de l'inauguration, j'étais plus jeune, et ça marche très bien, parce que ça a été non seulement un très bon choix de location, on est dans
une région superbe à l'entrée de la Napa Valley. On ne s'est pas trompé dans l'implantation, mais aussi et surtout, ce domaine a été admirablement dirigé par une femme exceptionnelle qui s'appelle Eileen Crane et qui a donné 30 ans ou 35 ans de sa vie à ce domaine et qui est une des femmes les plus remarquables que j'ai connues, bien sûr dans ma vie professionnelle, mais surtout dans le monde du vin, puisque sa winery, le domaine Carneros, c'est une des plus célèbres wineries aujourd'hui des États-Unis. Formidable. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet même, mais on parle aussi pas mal de la Chine en ce moment, ou de l'Asie en général, pour y implanter des vignes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé Oui. Alors, la Chine, c'est un Eldorado, mais moi, je ne le verrai pas. Tu sais, quand je suis arrivé dans la maison, on m'a envoyé au Japon très vite, et je suis revenu du Japon en disant, mais c'est fantastique, l'année prochaine, les Japonais ils vont acheter tout le champagne, ils ont beaucoup d'argent, ils adorent le champagne, ils commencent à aimer ça, et ça va aller très vite. Et mon oncle Claude m'avait dit, non, ça n'ira pas vite, parce que les habitudes alimentaires des Japonais sont quand même très différentes. C'est pas une question d'argent, bien sûr qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, mais c'est une question d'habitude alimentaire, ce sera très long. Et il avait raison, les Japonais se sont mis à boire du champagne dans une période de 40 ans. Aujourd'hui, ils aiment beaucoup le champagne, mais quand j'ai commencé à aller au Japon, ils trempaient leurs lèvres, c'était un produit de statut social, mais ils n'aimaient pas ça, et maintenant, ça y est, la grande cuisine française, tout ça, c'est beaucoup développé dans ce pays de gastronomie, qui est un des plus grands pays de gastronomie du monde, et donc maintenant, ils aiment le champagne, et les verres sont vides. Ça sera pareil en Chine, ça sera très long. Pour le moment, le marché chinois, même si nos amis de LVMH font un énorme travail pour lancer le champagne en Chine, et puis si nous, on suit derrière, mais ce sera très long, parce que c'est une éducation au goût. Les Chinois consomment beaucoup d'alcool fort, et donc pour le moment, le champagne, c'est pas encore rentré dans les mœurs, mais ça viendra, parce que la Chine est comme la France, un pays qui a une vraie gastronomie. Et là où il y a une gastronomie, il y a fatalement un jour la dégustation du vin qui va avec, et du champagne, ça va de soi. Mais le champagne, c'est plus qu'un vin. Le champagne, c'est une cérémonie. Si tu me demandais ce que je pensais du champagne, je dirais que c'est avant tout une cérémonie, c'est un moment de fête, de succès, de joie, où on célèbre justement un succès, où on célèbre une déclaration d'amour, on célèbre une retrouvaille, on célèbre même souvent, parfois, j'ai vu des gens qui m'appelaient à leur chevet au soir de leur vie, qui allaient mourir, qui m'ont dit, Pierre-Emmanuel, j'aimerais boire un verre de champagne avec toi, je vais mourir dans quelques heures, quelques jours, je voudrais... Voilà, le champagne, c'est une cérémonie, et ça, c'est beaucoup plus qu'un vin. Donc c'est pour ça que je me bats toujours pour qu'on ne déguste pas le champagne dans un verre à vin, mais dans la fameuse flûte qui est attribuée au champagne, ou la coupe, le sein de la Pompadour, même si on dit que ça ne se fait plus. Moi, je considère que ça se fait parce qu'au-delà du vin, c'est une cérémonie. Et cette cérémonie, j'y crois beaucoup. J'ai jamais vu des gens ouvrir une bouteille de champagne. Vous êtes jeunes tous les deux, je suis sûr, parce que quand vous ouvrez une bouteille de champagne, il y a un petit plus. C'est autre chose que d'ouvrir une bouteille de vin. Voilà. C'est un acte d'amour, ouvrir une bouteille de champagne. D'amour au sens large du terme, d'ailleurs. Oui, c'est très vrai. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que là, on est vraiment dans mon quotidien, mais ce midi, je suis allé faire des courses et à la caisse, juste derrière moi, il y avait une personne qui avait juste une bouteille de champagne. Et je me suis dit qu'il allait passer un très bon moment, qu'il devait se passer quelque chose dans sa vie. Il allait avoir une cérémonie, sans aucun doute. Il signe un contrat, et il va peut-être faire une petite omelette ce soir. Mais le champagne, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne peut pas tous être la reine d'Angleterre, ou Pablo Picasso, ou un milliardaire qui va acheter qui aura un jet privé, ou quelqu'un qui a un très joli château. Bon. Ça, c'est réservé à des personnes qui font partie d'une minorité. Par contre, acheter une bouteille de champagne de 30-35 euros, c'est de l'argent, mais ça coûte moins cher qu'une place de foot. Et quelque part, pendant une heure ou deux, on a le même plaisir que la reine d'Angleterre ou le milliardaire sur une île en Polynésie. C'est le même plaisir. Alors, je vais te dire une chose que j'aime bien dire. Quand j'étais à l'école, donc quand on m'a demandé de faire des dissertations sur le bonheur. Et à l'époque, comme tout étudiant ou élève, on en met 3-4 pages, le truc où on ne sait pas ce que c'est que le bonheur à 20 ans, parce que le bonheur, c'est qu'il faut avoir du vécu peut-être, je vais te dire ma définition du bonheur. Et donc j'avais mis 3-4 tartines de machin avec quelques citations, sans intérêt, je pense que ma copie devait être presque aussi nulle que celle des autres. Et puis j'ai mis longtemps à comprendre que le bonheur, c'est quelque chose de très très simple.
Alors là, je peux vous la donner tout de suite, elle sera valable pour vous. C'est parti. C'est la définition du bonheur. Et alors là, elle est valable pour les riches, pour les pauvres, pour les moyens, pour tout ce qu'on veut. Quand on a compris ça, c'est beaucoup plus simple, on ne se casse pas la tête. Le bonheur, c'est tout simplement un bon repas avec des gens qu'on aime. Et que tu peux ouvrir Paris Match, où on va te montrer Julio Iglesias en situation de bonheur, ou un milliardaire grec, ou quelqu'un dans le Sahel qui n'a pas d'argent. Qu'est-ce que c'est ? C'est de partager un bon repas. Et donc, quand on sait ça, ça rend la vie beaucoup plus simple. On se dit que la vie, c'est pas du tout d'avoir le plus d'argent possible, ou pas en avoir. C'est déjà d'avoir le sentiment que tout repas doit être un acte d'amour, avec plutôt des bonnes choses que des mauvaises choses. Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, c'est ça le bonheur. C'est d'être avec des gens qu'on aime. Et quand je vois des gens riches, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils aiment faire finalement, c'est d'être avec leurs enfants, leurs petits-enfants, de leur propriété, mais à faire autour d'une bonne table. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis jamais aussi heureux que lorsque je suis avec mes enfants ou avec quelqu'un que j'aime, partageant un bon plat et un bon vin, etc. C'est ça le bonheur. Après, le reste, c'est du décor, que la maison soit plus petite, plus grande, que l'appartement. Mais quand je vois deux jeunes amoureux qui sortent d'IKEA, qui vont justement s'acheter une bouteille de champagne, qui vont rentrer chez eux, ils sont aussi heureux qu'un milliardaire sur un yacht. Mais j'en suis convaincu. Mais peut-être même beaucoup plus heureux parce que le milliardaire sur son yacht, il doit penser à des tas de choses, son plein, machin, tout. Et que des trucs qui sont finalement très en... Enfin, cela dit, les petites vies, les choses comme ça, c'est aussi pas mal de préoccupations. Oui, mais le bonheur, c'est quelque chose d'assez simple. Je le crois vraiment. Mais ça, on s'en rend compte après. On s'en rend compte après. C'est simple. La belle voiture, tout ça, c'est du décor. Mais un bon repas avec des gens qu'on aime, ça concerne tout le monde, ça. Ça concerne tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Revenons un peu au champagne et au champagne tétinger. Donc on a parlé un peu des évolutions du marché. On parle beaucoup de nos tourismes aujourd'hui. Mmh. Alors nous, on a eu la chance de pouvoir visiter ici les caves et de pouvoir voir un peu ce qui se passe. C'était incroyable. Est-ce que c'est quelque chose aussi que... Oui, le tourisme, c'est très important. Je m'en occupe beaucoup parce qu'au sein de la mission UNESCO, c'est un des sujets qui revient le plus souvent sur la table. Le no-tourisme, c'est important parce que ce sont des gens qui viennent du monde entier visiter une région viticole. Ça peut être la Champagne, la Bourgogne, la Californie, l'Oregon, la vallée de la Douro, l'Espagne, l'Italie, tout ce qu'on veut. Mais ce sont des gens qui font l'effort de visiter une région et ils vont visiter les monuments historiques, etc. Et puis après, ils vont visiter les produits à consommer, les aliments, les vins. Ça peut être le fromage, ça peut être... Alors le no-tourisme, ça concerne bien sûr le vin, tout ce qui est autour du vin. Mais pour moi, le no-tourisme, c'est la générosité d'une région. Voilà. C'est-à-dire que quand des gens viennent vous visiter, je crois qu'ils viennent rechercher un acte d'amour et de générosité de la part d'une population. Et ça, en tant que président de la mission UNESCO au Champagne, c'est quelque chose que j'aime dire partout. Le no-tourisme, ça part d'un acte de générosité. On reçoit des gens, on ne sait pas s'ils vont vous acheter du champagne, c'est important mais sans plus, mais quelque part, c'est un acte d'amour qu'ils font de venir dans notre région et on leur rend quelque chose qui a trait à l'amour en leur donnant ce qu'on a de mieux de notre région, pas uniquement dans le verre, mais peut-être parfois à déguster, à manger, ou à découvrir, ou rentrer dans une famille, dans un lieu, dans une histoire. Et ça, pour moi, le tourisme, c'est un acte de générosité. C'est aussi un acte de culture. Je crois qu'aujourd'hui, on ne vient plus uniquement pour entendre parler du pinot noir, du pinot meunier, du chardonnay, de la première ou de la deuxième fermentation. On vient pour se cultiver. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un énorme besoin de culture. Quand les gens viennent ici chez Tétinger, c'est pas uniquement l'histoire de notre vin qu'ils veulent entendre, mais c'est l'histoire des crayères gallo-romaines, c'est l'histoire de la Révolution où l'abbaye de Saint-Nicaise est détruite, c'est l'histoire des moines qui font le vin, c'est l'histoire de Pierre le Grand qui vient voir nos cas. C'est des tas de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, la culture doit faire partie, l'art doit faire partie de la vie d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Que ce soit Google, Tétinger ou Renault ou Total, il n'y a plus rien qui ne peut se faire sans patrimoine et sans culture. Alors ça c'est un point et ça tombe très bien, je voulais vraiment revenir dessus puisque tu as mentionné que ta maman était artiste. Oui.
Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur tes bouteilles. Oui, parce que bouteilles collection. Parce que certaines bouteilles de collection ont justement des œuvres d'art dessus, sont peintes par... Oui, parce que notre métier est un métier d'art. Nous, d'abord, on fait des bouteilles qui portent le nom de Tétinger. C'est notre nom. Donc elles sont signées un peu comme... Alors, c'est pas des tableaux de Picasso ou des œuvres de ma mère, mais enfin, ce sont des très jolies petites œuvres. Elles sont signées. Donc une marque, c'est ça. Une marque, c'est un nom qui, parce qu'il est bon, est devenu célèbre. Et donc, il est devenu une marque. Et pour moi, associer du champagne à de la musique, à de la peinture, à des photos, etc., associer le champagne aux autres arts qui nous entourent, c'est important parce qu'on fait aussi un métier d'art. Mais d'ailleurs, je pense que il n'y a pas que les peintres ou les photographes ou les danseurs un plombier, c'est un artiste. Un type qui fait un ingénieur qui fait un moteur d'avion. Quand moi, une des plus belles sculptures qui soit, c'est un moteur d'avion, un réacteur d'avion. Quand on le regarde, moi, j'adorerais avoir un réacteur d'avion dans mon salon. C'est prodigieux, un réacteur d'avion de fils, de tuyaux, de trucs. Moi, je regarde ça, même les compressions d'Armand à côté, ou les sculptures de Georges Jean-Claude, ou de Giacometti, c'est beau, mais un moteur d'avion, c'est une sculpture sublime. Voilà, bon, mais voilà, donc on est tous des artistes. Un prêtre qui parle merveilleusement lors d'une homélie, c'est un artiste dans le bon sens du terme. Je crois qu'il faut tous être artistes dans le métier qu'on fait. Aussi bien en étant un directeur financier, un chef comptable, on peut être un véritable artiste. Et tout doit être fait avec cette notion de l'art. Ça, je crois, profondément. Et puis, si on y ajoute de la culture, Einstein était quelqu'un de très cultivé. Il n'était pas uniquement un grand physicien, il était un homme de culture. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup, d'être cultivé. Et ça compte parce que je me rends compte souvent que, puisque vous êtes les deux dans les écoles d'entreprise, eh bien, si on n'est pas cultivé, si vous arrive un pépin dans la vie, si vous n'avez que votre boulot, si vous n'avez pas de richesse intérieure, vous êtes mort, vous serez perdu devant le premier drame de la vie. Ce qui compte, c'est d'avoir une richesse intérieure profonde, de pouvoir redevenir sans rien le lendemain matin, se mettre à faire des pizzas. C'est merveilleux. Moi, j'adore les pizzas, c'est pour ça que je dis ça, donc je mets les pizzas fièrement. Mais quand je vois quelqu'un qui fait une merveilleuse pizza, je trouve que c'est un artiste prodigieux. Voilà, moi j'ai toujours été en position d'humilité et je crois que tout ce qu'on fait doit être quelque part vu dans une dimension artistique. Alors, il y a des choses que j'aurais aimé faire que je ne ferai jamais, et là il faut avoir des dons que je n'ai pas. Si tu me demandes ce que j'aurais aimé faire, je vais te le dire. J'ai une question presque similaire, alors je vais pose ta question. La poser tout de suite. C'est si tu avais l'opportunité de glisser un mot à l'oreille de Pierre-Emmanuel Tétinger quand il avait 24 ans et qui rentrait dans le champagne Tétinger, qu'est-ce que ce serait ? J'aurais dit à Pierre-Emmanuel Tétinger, si tu travaillais un peu plus, tu pourrais faire de très très grandes choses. Ce que je lui aurais dit. Voilà. Ça marche. Ouais. Je reviens un petit peu, c'est une de mes dernières questions, mais c'est sur la succession du coup là, qui est en cours. Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc, tu m'as dit que ça avait été plutôt collégial. Ma succession, je l'ai préparée en mettant des éléments de grande valeur dans l'équipe managériale de Tétinger. Et puis après, ça a été le fruit on a fait une décoction, comme une bonne mixture de plantes. On a tous travaillé ensemble, un peu comme des bonnes sœurs ou des moines. On a parlé ensemble, qui serait bien pour le poste. Mais je te dis, le poste, nous, de présidente ou de président, il est important, mais sans plus, dans le sens que c'est une équipe qui dirige la maison. Moi, tu sais, quand j'ai été président de la maison, je le suis encore pour quelques semaines, quand il y avait des choses où on n'était pas d'accord, je mettais au vote. Puis si je perdais au vote, je m'inclinais. Et j'ai fait une chose assez rare dans le milieu de l'entreprise, et je trouve que ça devrait être fait beaucoup plus. J'ai donné un droit de veto au directeur général, qui n'est pas de la famille d'Amiens. Et avant, c'était Michel Drian. Je leur ai donné un droit de veto.
qui n'ont d'ailleurs pratiquement jamais utilisé, mais une fois ou deux, ils m'ont dit là, je ne marche pas, et j'ai respecté leur parole. Et ça élimine tout ego, toute décision un peu autocratique qui fait que, surtout en vieillissant, on peut faire une connerie. Ça vous force à vous mettre en situation d'humilité. Et quand on fait ça, quand on joue le jeu, jamais la personne d'en face n'en profite. J'avais aussi, moi, un droit de veto si mon directeur général disait je veux faire ci, mais j'ai été très très heureux de partager le pouvoir. Combien de chefs d'entreprise seraient bien inspirés d'en faire autant? Parce que combien, tous, on peut être susceptible de faire une erreur, parfois qui peut coûter cher, qui ne peut pas toujours être fatale, mais coûter cher. Et en général, quand on installe un contre-pouvoir sympathique, chaleureux, humain, de confiance, un directeur général, en général, c'est quelqu'un qui connaît bien la boutique. Alors, regardez le nombre d'entreprises d'État où on a mis des types hyper diplômés qui ne connaissaient pas le métier, à la tête d'une compagnie d'assurance, d'une compagnie d'aviation, etc., qui n'ont fait, qui sont trompés. Je peux citer un exemple. Après tout, vous avez fait des écoles de commerce, je vais vous citer un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est vu de l'extérieur, je suis un observateur. La marque Peugeot, par exemple. Après la guerre, la famille Peugeot, pour laquelle j'ai la plus grande estime, a placé à la tête de Peugeot des hauts fonctionnaires, des types qui avaient été directeurs de cabinet, ministres des Finances, des gens très brillants qui avaient fait les études en veux-tu, en voilà. Et ben, j'ai constaté qu'au bout de 30 ans, dans les derniers, il y a encore 5 ans, en ayant mis des profils comme ça, des gens qui arrivaient mais qui ne connaissaient pas le métier, ils étaient brillants, intelligents, tout ce qu'on veut, mais ça n'a pas développé l'affaire. Jusqu'au jour où l'affaire Peugeot a été en très grande difficulté. Et puis là, ils se sont dit, on va prendre quelqu'un qui connaît les voitures, tout simplement. Qui lui a fait sa carrière dans les voitures toute sa vie. Ils ont été choisir un type qui s'appelle un homme qui s'appelle Carlos Tavares et qui en 5 ans a fait de Peugeot une des plus belles affaires de voitures du monde. Il vient racheter Opel qu'on n'arrivait pas à faire tourner pendant 30 ans. En 8 mois de temps, il a remis Opel sur des rails, une affaire allemande en plus, et les Allemands s'y connaissent en voiture, tout simplement parce que ce monsieur connaissait son métier. Voilà, il n'y en a pas. Air France, après des années de déboires où on a placé des tas de gens sûrement formidables qui n'avaient jamais connu le monde de l'aviation et qui ont amené Air France au bord de la catastrophe, ils ont été chercher un Canadien qui savait vendre des avions et qui savait ce que c'était qu'un avion, qui avait fait toute sa vie dans l'aviation. Voilà. On est quand même plus fort quand on a fait sa vie dans la banque. On connaît quand même un peu mieux la banque. Quand on a fait sa vie dans la compagnie d'assurance, on connaît quand même un peu mieux le monde de l'assurance. Claude Bébéard, il a monté un empire, mais il a fait toute sa vie dans le monde de l'assurance. Donc voilà, j'ai un cousin, Christophe de Margerie, qui est mon cousin, qui est mort. Il est rentré chez Total à 24 ans. Il a été président de Total. Un jour, il connaissait la maison par cœur. Il n'avait pas fait Polytechnique, pas fait l'ENA. Il avait fait une école supérieure de commerce, mais voilà. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs et tragiquement, la vie... il a perdu sa vie dans l'accident d'avion. C'était mon cousin direct, puisque sa mère était une Tétinger, qui est la sœur de papa. Donc j'ai suivi Alors, le point commun que j'ai avec Christophe, c'est ça, c'est qu'on est tous les deux rentrés à 24 ans dans une entreprise sans jamais la quitter. Et je crois que contrairement à ce qu'on dit, on dit qu'il faut changer tous les 5 ans, c'est faux. Pour bien connaître une boîte, il faut déjà 6 ou 7 ans de métier. Et après, quelqu'un qui a 30 ans de boîte, il connaît bien la maison. Il ne sera peut-être pas un génie, mais en tout cas, il ne fera pas trop d'erreurs. Et c'est déjà pas mal de ne pas faire trop d'erreurs. Les génies, il y en a très peu. Il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui font pas mal leur travail. Si tu me demandes ce que j'ai comme héros dans l'entreprise, il y a un homme qui est inconnu du grand public, qui a pris sa retraite à 65 ans, qui n'a jamais été président de société, mais qui a fait tout le programme Airbus. C'était le Von Braun d'Airbus. Il s'appelait Roger Béteille. Il a été directeur général d'Airbus Industrie. C'est lui qui a pondu toute la gamme d'Airbus, presque jusqu'à aujourd'hui. Il a vu tout ce que serait Airbus sur 40 ans. Et à 65 ans, il a quitté l'entreprise, alors qu'il aurait pu rester, bien sûr, et il est parti cultiver son jardin à Toulouse. Voilà. Et bien ça, Roger Béteille, c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément inspiré. Il n'a jamais été président d'Airbus, il en a été le directeur général, mais c'est lui qui a fait Airbus. L'ingénieur, le concepteur, c'est lui qui l'a fait. Tous les avions, on les avait programmés, puisque une affaire comme Airbus, ça se programme sur 40 ans. Voilà un destin qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup appris. Et voilà, et puis il est parti tôt. Il y a une entreprise aussi qui m'impressionne beaucoup, où les gens partent assez tôt à la retraite, mais jamais on entend parler de cette entreprise comme une entreprise qui a des défaillances, c'est Air Liquide. Air Liquide, c'est une société dont on ne parle jamais, mais qui a toujours, depuis 40 ans, des résultats extrêmement brillants.
Et où ils n'ont jamais été chercher quelqu'un de l'extérieur pour la diriger. Ils ont toujours pris des gens qui avaient gravi tous les échelons dans l'entreprise ou chez L'Oréal. Voilà. Quand on commence à aller chercher des gens de l'extérieur pour redresser une affaire, il faut vraiment prendre quelqu'un qui connaît déjà parfaitement le métier. Alors sinon, on part pour l'aventure la plus importante. Est-ce que vous avez glissé un mot à l'oreille de Vitali quand elle va être nommée présidente ? Ce que je lui dirais d'abord, j'ai confiance en toi, je t'aime, occupe-toi des détails. Et essaye de voir ce que les autres ne voient pas, bien sûr. Et surtout, vois toujours la société comme si tu étais en dessous. On ne voit bien les choses que lorsqu'on se met en position d'infériorité. Si on domine, on ne voit plus rien. Mais si on se met en dessous et au service, à ce moment-là, on voit les choses. Moi, j'ai toujours été au service des autres. Et mes héros dans l'entreprise, ce sont des gens qui m'ont tiré vers le haut. Par exemple, j'ai souvent pensé, quand je faisais des ventes dans le monde entier et tout, je pensais à cette femme de ménage qui, à 70 ans, continuait à travailler chez nous, qui avait des varices et qui, au lieu d'avoir pris sa retraite, continuait à travailler parce que ses enfants et ses petits-enfants étaient au chômage. C'est une héroïne qui m'a toujours donné envie de me sublimer pour elle. Moi, mes héros ont toujours été des gens en bas, rarement les gens d'en haut. Et donc, c'est des gens qui font tout simplement bien leur travail. Et donc, je dirais à Vitali, j'ai confiance, veille à la voilure humaine du projet, veille au bonheur des gens, essaye de ressembler au champagne. Avec le champagne, on a une mission de bonheur, mais cette mission de bonheur, il faut la vivre soi-même tous les jours. Sois créative, n'ayez pas peur de sortir un peu des sentiers battus. Il faut absolument avoir de l'originalité, avancer, décider rapidement, en équipe, en collégialité. Et quand on décide à 5 ou 6, on ne se trompe pas. Il y en a plus dans 2 têtes que dans une, dans 3 têtes que dans 2, dans 4 têtes que dans 3. Et on ne se trompe pas beaucoup. Et confiance, et ça se passera très bien. Voilà, mais je ne dirais pas grand-chose. Puis je lui dirais surtout cette phrase auquel je crois, aimez-vous les uns les autres. Voilà, avancez dans l'amour. Moi, quand je suis entré dans la société, la devise de la maison, c'était diviser pour mieux régner. Et moi, j'ai appliqué tout le contraire. Aucune division entre nous pour libérer les énergies, pour aller chercher des clients, développer des marchés, etc. Et puis j'ai une devise particulière à laquelle je crois, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, je crois j'ai toujours appliqué ça pour moi. J'ai toujours fait les choses sérieusement, mais je ne me suis jamais pris au sérieux. Jamais. Et donc, je crois que ça, ils ont bien compris. Puis surtout, ils feront à leur façon. Maintenant, voilà, le bateau, il va être dirigé par eux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne vont jamais mourir, mais moi, je pense tous les jours que je vais mourir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire là dans là, ce que je vais faire après, est-ce que tu vas cultiver toi aussi ton potager Oui, non, je vais d'abord m'occuper toujours de la mission UNESCO. Je vais continuer à servir la maison, je l'ai dit. Je vais m'occuper de ma famille, bien sûr. Je continuerai à avoir des opérations, des fonctions opérationnelles dans certains domaines de la vie de la société. Mais hormis ça, j'ai envie de m'occuper des autres. Peut-être qu'il y aura des choses à faire dans la région, dans le pays, j'en sais rien. Je vais préparer ma mort. J'ai envie d'être utile. Voilà. J'aimerais bien aller à la pêche, au gros, mais non, ça ne me correspond pas. Là, c'est le côté de mon père, je suis un homme de devoir, j'ai envie d'être utile et de faire mieux que ce que j'ai fait. Voilà. Alors par contre, peut-être que je vais être atteint de la maladie d'Alzheimer, ou je vais avoir un cancer, ou c'est possible que je l'ai déjà. Voilà, je vais peut-être, à mon âge, mon corps va me faire des farces, m'en fait déjà sûrement. Donc je vais jongler avec les farces de mon corps. Mais voilà, je vais regarder mon vieillissement. Mais j'ai envie d'être utile et j'ai envie de servir. Voilà, ça, j'ai ça en moi. Je ne sais pas comment, mais j'ai toujours une étoile qui me guide. Voilà. Oui, j'ai une étoile qui me guide. Dans ce que je vais faire, je pourrais aussi rajouter que j'ai donc 3 enfants. J'ai parlé des 2 premiers, des 2 aînés, Clovis et Vitali. Et j'ai une fille, Clémence, que j'adore, avec laquelle j'ai envie de travailler. Elle s'occupe de beaucoup de petites affaires qu'on appelle du family office. Et donc je vais beaucoup travailler avec elle, sous son autorité, mais j'ai envie de travailler avec elle.
Et puis je viens de racheter une entreprise toute petite qui connaissait des difficultés financières et qui fait des vitraux depuis 1640. C'est la plus ancienne entreprise de Reims. Et je l'ai racheté avec quelqu'un qui est chef d'entreprise comme moi, mais d'une entreprise beaucoup plus importante, mais qui est champenois comme moi, qui aime le vitrail comme moi, qui lui était un polytechnicien, alors que moi je n'ai pas été un grand élève, mais on a tous les deux la même passion, qui s'appelle Philippe Varin, qui est qui était président de Peugeot, puis d'Areva. Et voilà, on a un peu le même âge et on aime le vitrail. On reprend cette entreprise qui emploie 4 personnes et on va la reformater, cette entreprise, en gardant son savoir-faire et pour faire des beaux vitraux un peu partout, dans tous les domaines, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, dans le monde de l'architecture aussi, dans les hôtels, les restaurants, chez les particuliers. Voilà ce que une des choses que je vais faire, parce que j'aime bien le vitrail. J'ai fait faire des vitraux déjà pas mal dans ma vie. Et lui aussi, Philippe aussi, on s'est retrouvés là-dessus. Voilà une chose que je vais faire, sans aucun doute. Je vais m'y atteler, puis peut-être des tas d'autres choses, mais ça, voilà, un petit bijou que j'ai envie de développer. Génial. J'ai 3 dernières questions, Oui. assez classiques. La première, c'est si tu avais un livre, alors là on va peut-être faire 2 livres, parce que je pense que ça peut être assez sympa. Un livre à recommander, en général, ta plus belle lecture, celle que tu offres le plus souvent, et un livre après sur le vin et le champagne. C'est très très simple. C'est 2 livres. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry et c'est Les Mémoires de guerre du général de Gaulle. Voilà, je recommande à toute personne, homme ou femme, de lire ces 2 livres. Beaucoup ont lu Le Petit Prince, alors là je leur dirais de le relire, mais très peu ont lu Les Mémoires de guerre du général de Gaulle, qui sont des mémoires qui servent aujourd'hui à n'importe quelle personne dans le monde qui est dans l'action et dans la réflexion. Parce que De Gaulle, c'est une façon de se tenir dans la vie. Alors c'est très difficile parce que ressembler à De Gaulle, c'est incroyablement compliqué, parce qu'il avait une exigence vis-à-vis de lui-même incroyable jusqu'à sa mort. Il ne s'est jamais laissé aller à la bagatelle, comme on pourrait dire, la bagatelle dans tous les sens du terme. Et donc c'est un parcours de vie sublime, un écrivain sublime, un homme d'action sublime, un homme de réflexion sublime, un homme d'histoire sublime. C'est un rebelle, quelqu'un qui savait dire non, quelqu'un qui était un voyant. Il avait pour moi, comme Rimbaud, c'était un voyant. À l'âge de 16 ans, De Gaulle était génial, comme Rimbaud l'était. Donc à chaque fois que j'ouvre une page des Mémoires de guerre, c'est une leçon de vie, une façon de se comporter dans la vie formidable. Et je le dis parce que les gens n'ont pas lu De Gaulle. Ils savent que c'est vaguement un général, qu'il a fait des institutions et tout, mais c'est avant tout un immense historien, un écrivain prodigieux et un homme d'action. Souvent les écrivains sont formidables, mais ne sont pas des gens d'action. De Gaulle, c'est les deux. C'est plein de choses. Et donc voilà, De Gaulle, ça m'émerveille toujours de le lire. C'est une très belle littérature, une magnifique langue en plus. Ça se lit comme un roman policier. Et puis Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince, c'est... Alors, ce qui aime tout dans Le Petit Prince, c'est que ça a été en plus De Gaulle et Saint-Exupéry, ça n'a pas fonctionné entre eux. Au lieu de partir à la guerre en 40, Saint-Ex part à New York. Il a plein de maîtresses, plein de femmes, etc. Et un jour, celle qui était un peu son officielle, Consuelo, le retire et l'emmène dans la banlieue de New York. Et on est en 42, pour qu'il avait une vie un peu dissolue. Il était malheureux de ne pas être dans la guerre, tout en n'y étant pas, etc. Et là, en banlieue de New York, dans une maison de campagne, il écrit Le Petit Prince. Et s'il était rentré dans la résistance avec De Gaulle en 40, s'il avait rejoint De Gaulle, il aurait peut-être fait une carrière merveilleuse comme Jean Moulin, il serait peut-être mort comme il est mort après en avion et tout, mais il n'aurait pas écrit Le Petit Prince. Donc, peut-être que voilà, il fallait qu'il aille à New York, avoir cette vie, ses maîtresses, tout, mais il écrit Le Petit Prince, et après il repart, et là, en 44, il survole, et il rentre dans la légende, il rentre dans les étoiles, son avion se fait descendre. Voilà, mais j'aime beaucoup Saint-Ex. Plus je vieillis, parce que le personnage est moins construit que De Gaulle, moins parfait, avec beaucoup de troubles en lui et tout, mais il écrit Le Petit Prince. Et moi, voilà, si tu me demandes ce que j'aurais aimé écrire, je crois que j'aurais encore préféré écrire Le Petit Prince que Les Mémoires de guerre ou Le Bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Le Petit Prince, ça me fait fondre. On inscrira tout ça dans la description du podcast pour que vous puissiez aussi y avoir accès assez vite. Si tu avais une bouteille
à emmener sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait ? Alors le choix classique, il est autour de nous, mais Alors, je vais te c'est dire, un peu une question piège pour le coup. c'est très très simple. Alors, c'est très très simple. Le bien le plus précieux de la planète, c'est l'eau. Ça serait une bouteille d'eau, sans aucun doute. Très fort. Sans aucune hésitation. Très très fort, mais c'est bien noté et c'est un très bon conseil pour toutes les personnes qui se rendent sur une île déserte. Et pour finir, si tu avais une personne à me recommander pour que je puisse la rencontrer dans ce cadre du podcast, qu'est-ce que ce serait ? Alors non, alors là, il faut que tu m'aides un peu parce que est-ce que c'est une personne dans le cadre du business, de l'entreprise ou dans le domaine de l'art ou dans le domaine... Tu vois ce que je veux dire là, oui, il faut que tu m'aides. Alors le juste milieu, c'est entreprise et vin spiritueux. Ah oui, voilà, ça d'accord, parce que sinon j'aurais pu te dire, moi, si tu me demandes qui je veux rencontrer, moi je sais qui j'aimerais voir. Et qu'est-ce que tu aimerais voir ? Ah moi, si tu me demandes... Là aujourd'hui, j'aimerais bien rencontrer mon actrice favorite. Voilà, alors je serais muet de timidité devant elle parce qu'il n'y a rien à voir entre une actrice et un producteur de champagne. On n'a pas grand-chose à se dire l'un et l'autre. Mais oui, je rencontrerai l'actrice que je préfère. Je serais ému, mais peut-être que ça serait une idiotie parce que on n'a pas le même âge, j'ai rien à dire. Mais voilà, j'aimerais bien voir Cécile de France. Voilà, tu vois, j'aime beaucoup Cécile le de message France. est passé. Non, mais... Cécile, si elle nous écoute. Non. Mais bon, je la vois au cinéma, c'est déjà très très bien. Voilà. Non, mais pour être plus dans ta question, repose-moi ta question. Si tu avais une personne à me recommander dans le cadre de ce podcast, donc à la fois business et à la fois vin spiritueux, qu'est-ce que ce serait ? Je te recommanderais de rencontrer Bernard Arnault, parce que je n'ai rien à voir avec cet homme qui d'abord a fait un groupe extraordinaire alors que moi j'ai fait des toutes petites choses, qui a fait l'école polytechnique alors que moi j'ai toujours été un copieux cancre, mais il a quand même fait un groupe extraordinaire. On n'a absolument pas les mêmes qualités ni les mêmes défauts, donc comme c'est quelqu'un de totalement contraire à moi et opposé à moi, je te dirais, opposé dans un sens positif bien sûr, je te dirais, oui, je te rencontrer Bernard Arnault, puis tu pourrais voir ce qu'il a... Parce qu'il a fait un grand groupe prodigieux, je ne sais pas ce qu'il a réussi ou échoué, mais voilà, oui, Bernard Arnault, parce que dans le domaine du vin et des alcools, il est quand même un géant. Donc voilà, je dirais Bernard Arnault peut-être, oui. C'est noté. Et bien là, on va tout faire pour que les prochaines interviews soient... une des prochaines interviews soit avec Bernard Arnault. Donc restez avec nous. Mais si tu n'arrives pas avec Bernard Arnault, il faut que je te donne un autre nom, parce qu'il est sûrement, bien sûr, formidablement pris. Il faut que je cherche un nom. Ah si, je te dirai un nom. Oui. Dans le domaine du vin ? Oui. Oui, dans le domaine du vin, Michel Chapoutier. Oui, Michel Chapoutier, parce que c'est un personnage formidable, flamboyant, extravagant, iconoclaste, dynamité, c'est tout ce qu'on veut, mais oui, Michel Chapoutier. Et ben c'est bien noté, donc restez avec nous. Les vins Chapoutier, vous voyez, un peu aussi. Ouais, Michel, il est parti de rien. Et puis le personnage, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais il est quand même... oui, parce que Bernard Arnault, c'est un homme qui a fait un groupe formidable. Il n'a pas fait que du vin. C'est pas un homme qui est dans la vigne. Dans le domaine du vin pur, oui, je dirais que Michel Chapoutier, oui. Michel Chapoutier, lui, il a fait que ça, il a fait que du vin. Dans le domaine du vin, oui, je dirais Michel. Oui, parce qu'il est quand même très surprenant, très flamboyant. Il a 4000 à l'heure. Il a quelque chose d'assez exceptionnel, oui. Et ben c'est bien noté, donc restez avec nous pour les prochains épisodes. Peut-être que vous aurez Bernard Arnault, peut-être que vous aurez Michel Chapoutier, avec à votre chance les deux. En tout cas, là, restez, ils sont très différents. Restez à l'écoute de tout ça. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour tout ce temps. C'était incroyable. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Hein, et puis, voilà, n'oublie jamais que ça va très vite. C'est très court, et donc, voilà, c'est très très court. Et c'est très bien comme ça. Mais ça va très vite. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.